Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un concept un peu particulier, c'est le concept de système complexe. Et en fait, la compréhension de ce concept de système complexe, ça va nous aider à comprendre pourquoi les poudres de perlimpinpin et de nombreux traitements et de nombreuses solutions miracles ne marchent pas et pourquoi il est très compliqué en biologie et en santé d'arriver à trouver des explications et des solutions simples. Alors pourquoi les poudres de perlimpinpin ne marchent pas? Pourquoi quand je suis le dernier régime à la mode, je n'obtiens pas le résultat espéré? Pourquoi tous les gens qui me vendent des produits miracles se font de l'argent sur mon dos en me vendant du vent? Pourquoi la médecine et la santé sont-elles si compliquées? Pourquoi il y a tant de cas particuliers? Tout ça, ce sont des questions qui paraissent très diverses, mais dont les réponses s'enracinent dans les mêmes concepts. L'être humain est un assemblage de dizaines de milliards de cellules. Ces cellules humaines peuvent se différencier en des milliers de types de cellules différents. Chaque type de cellule a des fonctions très particulières et est très différent des autres types. Et au sein d'un même type de cellule, on se rend compte que certaines cellules présentent des particularités par rapport aux autres. En fait, chaque cellule est unique, mène sa propre vie et ne se rend pas compte qu'elle vit au sein d'un ensemble de milliards de cellules. Nos cellules ne savent pas qu'elles œuvrent dans la même direction, celle qui est de créer, faire fonctionner et maintenir en vie un être humain. Notre vie d'humain et les différentes fonctions que nous accomplissons au quotidien pour ne pas mourir permettent à l'ensemble de nos cellules de rester en vie et de se multiplier. Donc, dans un organisme comme l'humain, chacune des cellules a intérêt à collaborer pour rester en vie et pouvoir se multiplier. Nous, êtres humains, sommes ce que l'on appelle une propriété émergente de l'action de ces milliards de cellules humaines qui collaborent sans s'en rendre compte. Mais qu'est-ce qu'une propriété émergente? C'est une propriété qui apparaît parfois lorsque de nombreux éléments interagissent et que le produit de l'ensemble de leurs interactions dépasse la somme des interactions des différents éléments pris individuellement. On pourrait résumer par le tout est plus que la somme des parties. Par exemple, une colonie de fourmis est une propriété émergente des fourmis. Une société humaine avec tout ce qu'elle produit, comme l'économie et la politique, est une propriété émergente d'humains vivant ensemble. La cellule pourrait être a priori considérée comme la plus petite unité de la vie, mais cette théorie est inexacte. Car la cellule est plutôt une machine biologique qui exécute les informations codées dans son ADN. La vie de la cellule a quelque chose de programmatique. Alors si l'ADN est le code qui régit tout cela, est-il la plus petite unité de la vie? Est la cellule juste une enveloppe pour le protéger et lui permettre de se répliquer? Eh bien pas vraiment non plus. L'ADN n'agit pas de manière homogène. En son sein, il existe une lutte interne entre les gènes. L'ADN est plutôt la structure qui résulte de l'organisation des gènes. Et oui, l'unité fondamentale de la vie semble être le gène, et c'est lui qui est apparu le premier sur Terre. Le gène est apparu sous une forme voisine de l'ADN que l'on appelle ARN. L'ARN suit à peu près le même alphabet que l'ADN, mais elle a en plus des propriétés biologiques comme les enzymes. Ce sont bien les gènes sous forme d'ARN qui sont à l'origine de la vie sur Terre. Puis les gènes ARN se sont spécialisés et se sont transformés dans une forme voisine, plus résistante, l'ADN. Et c'est le gène qui cherche à se répliquer le plus possible. C'est le gène qui mute. Ce sont les gènes qui se sont regroupés et organisés en ADN pour pouvoir associer leurs différentes fonctions et devenir plus forts. Et nous, Homo sapiens, nous avons tous des gènes différents, sauf les vrais jumeaux au moment de leur conception. Chaque individu est composé de milliards de cellules différentes qui elles-mêmes évoluent, se multiplient et qui exécutent le code contenu dans l'ADN qui est différent chez chaque être humain. Mais en plus, les gènes subissent des mutations au cours de leur existence. Et l'environnement des gènes va subir des modifications qui vont changer l'expression des gènes au cours de la vie. C'est-à-dire que l'on peut permettre à un gène de s'exprimer ou le contraindre au silence. On dit le réprimer en génétique. Et par exemple, un nouveau-né et un vieillard ont exactement le même code génétique. Ce qui va faire que l'organisme est celui d'un nouveau-né ou d'un vieillard. Ce sont des petites modifications sur l'ADN qui vont changer la manière dont il est lu. Donc comme on le disait, aucune de nos cellules n'est au courant qu'elle fait partie d'un ensemble de milliards d'individus. D'ailleurs, la cellule n'est pas un être conscient.
En fait, les cellules s'entregouvernent par un nombre incroyable de signaux différents. Et ces signaux leur permettent de coordonner leur action au profit de l'organisme dont elles font partie. D'ailleurs, même nos neurones ne savent pas qu'ils servent à faire fonctionner le cerveau d'un être humain. Mais l'activité et la connexion des milliards de neurones permet l'émergence d'une conscience agissant dans l'intérêt de l'individu. La conscience est donc une propriété émergente de notre activité neuronale. Et lorsque certains de nos neurones se mettent au repos, comme par exemple pendant le sommeil ou pendant un coma, nous sommes dans ce que l'on appelle des états de conscience modifiés. Lorsque nos neurones meurent suite à un AVC ou une maladie neurodégénérative, notre conscience est altérée. Lorsque l'on consomme des substances neuroactives, comme des drogues ou des antidépresseurs, on agit sur la manière de fonctionner du neurone et donc on modifie notre conscience. Nous les hommes sommes donc une propriété émergente de cette machine immensément complexe qui a mis des milliards et des milliards d'années à atteindre un tel niveau d'ingénierie. Nous sommes des milliards d'humains différents, composés de milliards de cellules différentes, chacune évoluant spontanément pour son compte, mais en bonne partie aussi dirigée par son environnement direct, c'est-à-dire notamment ses cellules voisines et nos hormones. Chaque cellule possède un ADN qui subit des modifications au cours de la vie, et dans notre ADN, il y a plein de gènes qui subissent des mutations au cours de la vie. Donc nous avons tous un génome différent, et on pourrait même aller plus loin en disant que chacune de nos cellules a un ADN différent. Et ce qui fait de nous une espèce est le fait que nos génomes, même s'ils sont différents d'un individu à l'autre, restent suffisamment proches pour permettre la reproduction sexuée. Nos génomes font pour chacun de nous émerger un individu différent, mais assez proche pour que le programme de reproduction soit compatible. Voilà le passif avec lequel nous pouvons commencer à réfléchir sur notre condition et les problèmes que nous rencontrons en tant qu'être humain. Nous sommes des organismes d'une complexité immense, tous proches mais très différents. Et notre existence, en tant qu'être humain, est absolument impossible à modéliser. Même le fonctionnement d'une seule cellule est si complexe qu'actuellement on ne peut pas le modéliser sans passer par des simplifications grossières. Alors imaginez des milliards de cellules interagissant entre elles par des milliers de signaux différents. C'est ce que l'on appelle un système complexe. Un système complexe est un système dont le nombre de variables et d'interactions est trop important pour pouvoir établir des liens de causalité et modéliser son fonctionnement. Bien sûr, il existe plein d'autres types de systèmes complexes, comme les marchés financiers et le climat par exemple. Et les gens qui disent qu'ils savent comment fonctionnent ces systèmes sont soit des ignorants, soit des menteurs. Personne ne sait comment fonctionnent, ni vers quoi évoluent les marchés financiers, le climat, la vie sur Terre ou un être humain. Ce que l'on peut faire par contre, dans les systèmes complexes, c'est identifier des profils que l'on appelle patterns en anglais. Ces patterns sont des événements récurrents, c'est-à-dire qu'ils se répètent. Et donc, avec de l'expérience, on peut arriver à prévoir une issue probable. Par exemple, nous observons que les humains vieillissent au cours du temps, et on ne comprend pas tout à fait pourquoi. Malgré notre ignorance, c'est une observation suffisamment stable dans le temps pour que l'on puisse faire des prédictions futures sur le vieillissement des individus. Pareil pour la fièvre. On sait qu'elle arrive souvent au cours des maladies inflammatoires, qu'elles soient d'origine infectieuse ou non. Et donc, on ira directement chercher ce type de maladie quand un humain a de la fièvre. Ce n'est pas du 100%, mais ça marche assez bien pour qu'on puisse l'utiliser. Cette manière de fonctionner est ce que l'on appelle la statistique bayésienne d'un point de vue mathématique. Et c'est de cette manière que notre cerveau construit notre expérience. Notre cerveau observe et expérimente un monde qui est lui-même un système complexe. Et donc, il effectue des statistiques bayésiennes en permanence. Et c'est ce qui lui permettra de pouvoir prendre des décisions dans un monde qu'il ne comprendra jamais vraiment. Alors, pourquoi les super aliments et les poudres de perlimpinpin ne marchent pas? Pourquoi les régimes à la mode et les produits miracles sont du vent? Et pourquoi la santé et la médecine sont-elles si compliquées? Eh bien, c'est parce que nos organismes sont des systèmes complexes, que les liens de causalité sont impossibles à établir, et donc que les solutions simples n'existent pas. Seule l'étude de milliards d'êtres humains depuis des centaines de milliers d'années peut nous permettre d'observer des patterns qui nous donnent quelques clés pour faire au mieux. Et ça, c'est le travail que nous faisons chez Sequoia Santé. Nous passons en revue des milliers de recherches en médecine, en biologie et en paléoanthropologie.
Nous étudions les travaux et les vérités de nombreux individus. Nous essayons de pondérer nos biais et notre ignorance en discutant et en se confrontant. Nous testons sur nous-mêmes, dans le but de vous apporter des réponses à certaines questions. Nous n'avons donc pas la prétention d'avoir les réponses à tous les problèmes. Seulement quelques réponses de base qui nous semblent essentielles pour un bon départ. Le reste du chemin, c'est vous qui le ferez. Et bien sûr, nous serons à vos côtés si vous le souhaitez. Alors arrêtez les compléments alimentaires et les poudres de perlimpinpin, abonnez-vous à Sequoia Santé et laissez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et nous allons continuer à vous donner le meilleur pour rester en forme et en bonne santé tout au long de votre vie. Parce que le bien-être, la santé et la longévité n'ont pas de prix à nos yeux. Alors à très bientôt et prenez soin de vous.